Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo d'un programme que j'ai décidé d'appeler l'art du détail. Et pour cette première vidéo, je vais vous parler de Charlie et la chocolaterie réalisé par Tim Burton et sorti en 2005. Alors vous vous demandez probablement pourquoi ce film qui date d'il y a 14 ans. Eh bien pour la simple et bonne raison que je n'ai rien trouvé de ce que je vais vous dire sur internet ou YouTube. Et j'en suis plutôt fier. Concernant l'histoire, je n'ai ni lu le roman de Roald Dahl, ni vu le film de 1971, mais la plupart des détails dont je vais parler proviennent surtout de la mise en scène, donc peu de chances que ça vienne du livre. Je précise également que je n'ai probablement pas tout relevé du film qui pourrait aller dans mon sens, et que si vous aviez vous aussi formulé des hypothèses, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Alors avant toute chose, je tiens à dire que je ne suis pas spécialement fan de cette histoire. Bien qu'ayant regardé plein de fois le film étant petit, je ne suis pas friand de cette aventure, tout comme j'ai fini par me lasser de Burton au fil du temps. Mais l'année dernière, j'ai fini par le revoir avec un élan de nostalgie, et je me suis aperçu de certains détails glissés tout au long du film qui pour moi représentaient une critique du capitalisme, voire même de l'Occident. Évidemment, cette vidéo est légèrement complotiste, donc si ce mot vous effraie, quittez la vidéo. Quand bien même vous me trouveriez dans la surinterprétation, je vous rappelle que ce sont les détails qui rendent l'œuvre importante. Le film commence par des plans dans la chocolaterie. La musique de Danny Elfman, avec ses cordes et ses chœurs, est un mélange entre féerie et inquiétude, propre à l'univers de Burton. Elle essaie de nous vendre la magie de l'industrie et de l'usine, avec ses ascenseurs, ses parachutes qui ont une chorégraphie qui rappelle le film Disney Dumbo, des machines araignées, etc. Mais cela n'est qu'une préfiguration sur ce qu'est réellement l'industrie agroalimentaire, un monde rempli de machines, dénué totalement d'âme. Les camions qui partent de l'usine sont une sorte de retour à la réalité puisqu'ils n'ont rien de magique. La musique devient alors oppressante avec l'utilisation de percussions et de cuivre, et le logo Wonka rappelle quant à lui Coca-Cola de par ses ondulations et son écriture blanche sur fond rouge. Dans ce plan, les camions Wonka passent devant Charlie comme pour montrer l'importance de l'industrie dans la société qui dépasse les petits citoyens et que Charlie n'est finalement pas au centre de l'histoire. Le logo Wonka est montré en gros plan dans le cadre parce que l'industrie est au cœur de la société occidentale. Petit garçon ordinaire nommé Charlie Bucket. Il n'était pas plus rapide ni plus fort, ni plus futé que les autres enfants. Par la suite, on nous raconte que Wonka a commencé avec une petite boutique. On nous dépeint l'artisanat avec beaucoup de couleurs et une ambiance chaleureuse, c'est donc quelque chose de positif. Puis arrive une énorme usine grise et froide. Wonka est filmé en contre-plongée, tandis que le peuple est filmé en plongée avec un panoramique vertical. On a donc une immensité, une domination de l'industrie et du profit sur les citoyens qui sont presque des fourmis vues de là-haut. La musique, composée de cuivre et d'orgue, renforce l'impression d'immensité et apporte une couche d'angoisse puisque l'usine représente un danger. Vient ensuite l'histoire du palais en chocolat pour le prince de Pondichéry. Les murs en chocolat filmés en gros plan suintent et dégoûtent. La friandise devient une menace puisque le château finit par s'écrouler. Le plafond est filmé en contre-plongée quand il s'écroule, ce qui renvoie à la peur de la mort, une allégorie des problèmes liés à la surconsommation du chocolat et des sucreries en général. Dans cette séquence, les boutiques de bonbons côte à côte renvoient quant à elles à la multiplication des fast-foods dans les rues des grandes villes à travers le monde, surtout en Occident. On peut noter à Paris des quartiers comme Châtelet ou la rue de Rivoli, qui sont bien souvent des quartiers touristiques. Et regardez comme le plan commence sur une vitrine de la boutique de Wonka et son logo en gros plan, comme pour montrer que ces boutiques sont avant tout là parce qu'elles reprennent son travail. Ce ne sont que des copies, et cela symbolise bien le fast-food avec ses produits qui se ressemblent tous. Cela amène donc Wonka à fermer son usine. On aperçoit à ce moment le vide de la cour qui n'est finalement qu'un grand espace de béton et polluant de par les multiples cheminées. Et ce superbe plan montre les employés emprisonnés par les barreaux du portail symbolisant le licenciement, puisqu'en étant licenciés, ils feront face à des problèmes financiers car en perte d'argent. Et le manque d'argent est une sorte de prison symbolique dans la société actuelle, en rappelant que le film est sorti en 2005. Dans cette petite scène, les motos de Wonka sont rouges, cette couleur pouvant symboliser l'amour et la passion, mais ici elle symbolise surtout le danger que représente l'industrie et même le concours de tickets. Et il y a encore une musique inquiétante en fond, avec des cuivres et des percussions. Ici, Burton nous montre clairement que le mode de consommation industrielle et occidentale s'est répandu partout dans le monde. C'est pour cela que le premier pays représenté dans l'enchaînement des boutiques de chocolat est le Japon, pays connu pour une culture assez débridée et son avancée technologique, parfois dépassant l'Occident. On peut voir dans l'intérieur de cette boutique la disposition des biens consommables ainsi que des décorations et le bouton pour ouvrir la porte auquel a accès la vendeuse. Ensuite vient le Maroc, pays que les Américains doivent s'imaginer rustique et dont les coutumes paraissent bien différentes des leurs, si bien qu'on y échange les tablettes de chocolat contre des poules ou des chèvres. Évidemment, tous les habitants y sont habillés en djellaba. En tout cas, sans jamais y être allé, c'est probablement comme ça que beaucoup de monde imagine la vie dans les pays arabes. Et on finit sur les États-Unis, dans une boutique féminine, puisque les seuls consommateurs qu'on y voit sont des consommatrices. La boutique semble être luxueuse par la décoration, et le plan est accéléré pour donner une impression d'hystérie chez la femme occidentale, surtout américaine, puisqu'elle consomme.
Notons que les tablettes forment la robe du mannequin disposée dans le magasin, et quand elles disparaissent, le mannequin est couvert par une simple paire de collants, montrant une part de sensualité chez la femme que je ne saurais expliquer actuellement. On remarquera que tous les citoyens du monde représentés agissent de manière hystérique quand il s'agit de consommation américaine. Les employés d'usine sont malheureuses à cause de leur emploi et de leurs conditions de vie, alors que la famille de Charlie, donc des prolétaires, fantasme sur l'industrie. Je donnerais tout au monde juste pour pouvoir y entrer encore une fois et voir ce que est devenu cet endroit merveilleux. On a donc une opposition entre le salarié et le consommateur. A noter que Grandpa Joe n'a pas été employé d'usine pour Wonka, puisqu'on le voit en tant que vendeur à l'époque où Wonka était encore dans une petite boutique. Bien qu'ayant fait un rapide tour dans l'arrière-boutique dans ce plan, il n'a probablement jamais vu comment sont fabriquées ces friandises. Comme dans un fast-food, les caissiers n'ont normalement pas accès aux cuisines, ni même à la confection des ingrédients séparés, donc ne sont pas au courant des méthodes employées par la chaîne. La séquence de Mike TV est assez intéressante sur le degré d'interprétation du personnage. On y voit un jeune garçon jouer à un jeu vidéo violent tout en ayant un langage grossier et parlant de choses assez irrationnelles. Il suffisait de suivre les dates de fabrication en tenant compte de la météo, dans la dérivée de l'indice Nikkei. Un débile aurait pu le faire. Crève, crève, crève! Là où on pourrait simplement penser que Burton critique les jeux vidéo, je pense qu'il faut plutôt y voir des parents dépassés par leur propre enfant. Ils ont l'air clairement ahuris à en voir leur tête de dépressif. Ce serait donc cette faute d'éducation qui ferait perdre ses repères à Mike qui se réfugierait dans les jeux vidéo violents. Il est également violent avec les gens en général. Fiston. Voyons. Quoi? Il a dit amusez-vous. Bien que les jeux vidéo violents ne rendent pas violents dans l'absolu, on peut s'interroger sur cette perte de repères et le manque d'éducation qui font que l'enfant est lui-même livré à un excès de violence. Et pour ceux qui, comme moi, se sont demandé quel était le clip farfelu qui passait à la télé derrière Mike lors de sa lecture du ticket, il suffisait de lire le générique du film. Il s'agit donc du groupe Technical Difficulties et de leur chanson Mr. Quiet. Le clip fut réalisé par Derek Gray, ami de Burton, et ce dernier a été assistant réalisateur sur ce clip. Ce clip est d'ailleurs bien représentatif de l'univers de Burton avec ses monstres qui dansent. Je pensais y trouver quelque chose d'approfondissant concernant le caractère de Mike, comme une sorte de message subliminal, mais au final c'est plus une sorte d'autoréférence que Burton se fait. Maintenant j'ai envie de vous parler de la scène que je trouve la plus intéressante du film et qui m'a fait me pencher sur les messages cachés. Le père de Charlie travaille dans une fabrique de dentifrice. À cause de la vente de chocolat, les patrons ont eu recours à une machine pour aller plus vite dans le paquetage de dentifrice, ce qui conduit le père de Charlie et les autres employés à être licenciés. La scène commence par un plan taille sur Monsieur Bucket, puis la caméra se rapproche en un mouvement. Monsieur Bucket prend un regard inquiétant suite à un événement hors champ, ce qui crée l'attente du spectateur dans un cadre intimiste dans lequel on capte les émotions du personnage. Des employés arrivent alors avec un robot rouge en vitrine. Encore une fois, la couleur rouge renvoie au danger et à l'ennemi, d'autant plus qu'elle s'oppose au bleu de travail qui renvoie à une forme de sécurité liée à l'emploi. Ainsi, Monsieur Bucket et les autres employés sont remplacés par le robot, si bien qu'il est au premier plan, laissant Monsieur Bucket à l'arrière, le rendant inutile et visible à travers la vitre du robot. La métonymie permet ici de faire comprendre que le licenciement du personnage représente le licenciement de tous les employés de l'usine. La musique plutôt inquiétante mélangée au bruit robotique insupportable rendent le tout cohérent. Les plans généraux montrent le peuple tout petit comme si les habitants étaient des fourmis face à l'usine qui est immense et renvoie à la place de l'industrie dans la ville ou la société. Encore une fois, la musique évoque une majesté du lieu qu'est la chocolaterie avec toujours cet ensemble de cuivre et de cordes. On nous vend du rêve comme une publicité. Les gagnants du concours sont alignés devant le portail d'entrée et Charlie et son grand-père regardent leur famille derrière eux, avec une musique un peu angoissante qui marque le suspense par ses douces percussions. Quand les personnages avancent vers l'entrée de l'usine, les murs extérieurs cachent le soleil et plongent donc les personnages dans l'obscurité, et ce plan nous renvoie à celui des employés licenciés. Les gagnants du concours sont donc piégés par l'usine et ensuite filmés en plan d'ensemble en bord cadre bas gauche.
On place les êtres humains toujours au rang de fourmis, de microbes comparés aux murs gigantesques de l'usine et donc à la place de l'industrie dans la société. Tout comme la scène de l'usine de dentifrice, le spectacle de marionnettes est assez intéressant sur la critique sous-jacente de l'industrie et ici renvoie surtout à Disney parce que Burton y a travaillé et réalise le Dumbo en images réelles qui sortira prochainement. Tout d'abord, le spectacle est beau, chaleureux avec une musique de foire qui rappelle l'attraction It's a Small World. On y voit des marionnettes animées qui bougent ainsi que des spirales, le tout étant plein de couleurs vives. Magicien expert en chocolat, y'a pas meilleur que ce type-là, Willy Wonka, le voilà. Viennent les feux d'artifice qui révèlent la supercherie du spectacle. Cette apothéose qui doit ponctuer la scène se met à brûler l'ensemble des marionnettes suite à un probable problème technique. Les marionnettes brûlent et fondent tour à tour en gros plan, ce qui donne un côté glauque et malsain au spectacle. Cela renvoie donc à une critique de Disney et de la société du spectacle qui tente de nous offrir quelque chose de divertissant et drôle, mais qui dans le fond cache une part sombre et malsaine, puisque tout cela a pour but de glorifier l'industrie, encore une fois. Évidemment, c'est une préfiguration de ce que sera la chocolaterie. Notons d'ailleurs que le mot usine est très peu utilisé dans le film, remplacé par le mot chocolaterie, l'équivalent de chocolate factory en anglais, qui sonne beaucoup mieux à l'oreille, donnant un côté doux et chaleureux à l'usine. N'était-ce pas magnifique? J'avais peur que ce soit un peu too much avec le couplet du milieu, mais ce final... Waouh! Évidemment, l'égocentrisme de Wonka rappelle celui de l'industrie. Cet égocentrisme est d'ailleurs la cause de l'incendie des marionnettes, puisque les feux d'artifice rajoutent un côté grand spectacle et renvoient à cette envie de faire toujours plus chez les industriels, il n'y a qu'à voir les parcs d'attractions. Le timpale de Wonka le rend différent des autres humains, comme s'il ne l'était pas lui-même et renvoie presque à la mort. On peut voir cela comme une critique du capitalisme ou une autre préfiguration, vu le destin réservé aux enfants. Quant à elle, la scène du bateau sur la rivière de chocolat renvoie également à des attractions Disney comme It's a Small World au début, puis à quelque chose de plus spectaculaire, comme le train de la mine ou Space Mountain. Allumez les lumières! Les personnages rentrent dans l'usine à travers les décombres du spectacle et la porte se referme derrière eux. Les plans donnent l'impression d'être dans une grotte ou un endroit lugubre et inquiétant. Je suis Veruca Salt, ravie de vous connaître. J'ai toujours cru qu'une verruca était une sorte de verrue qu'on a à la plante des pieds. Willy Wonka se montre méprisant envers les enfants, ce qui peut être également perçu comme une critique de l'industrie ou du patronat, puisque le mode de vie industriel n'est pas sain pour les gens en général, surtout à forte dose. Or, les personnages visitent une chocolaterie, lieu fort en chocolat. Et même si la métaphore semble absurde, disons que le mépris du patron renvoie aux problèmes qu'engendre l'industrie à moindre échelle. Le petit monstre qui a piraté le système. Et toi, tu as juste la chance d'être ici. Tout comme vers la fin du film quand Wonka est méprisant envers Charlie car ce dernier refuse de lui succéder s'il ne peut pas rester avec sa famille. Et tout ce qui est dans cette salle est comestible. Même moi, je le suis. Mais ça s'appelle le cannibalisme, mes chers enfants. Et c'est désapprouvé dans la plupart des sociétés. Wonka renvoie à une sorte de consommation à outrance en disant cela. Surtout que tout a l'air faux et chimique dans cette chocolaterie. Tout a des proportions démesurées et en même temps tout semble plastique, comme si tout ce qui sortait des usines n'était pas réellement comestible. Maintenant, parlons un peu des Oompa Loompa. Ce sont clairement la métaphore des immigrés ramenés en Occident pour travailler à la solde des patrons en tant que salariés à bas coût. Ils donnent à première vue une image positive du travail à l'usine, mais permettent en réalité de critiquer à nouveau le capitalisme puisque leurs agissements semblent farfelus et dans le fond presque meurtriers. Ce court passage fait évidemment état de la souffrance animale dans le monde de l'industrie agroalimentaire. Pour autant, je ne pense pas que ce soit un message pro-végétalien. Tout comme le moment où l'on voit des moutons tondus pour fabriquer des bonbons, ces scènes posent juste des questions sur la réelle contenance des produits industriels que nous mangeons. J'aime autant ne pas parler de cet endroit. La défaite de Violette est assez significative quant à la critique du capitalisme du film. En effet, Violette est l'incarnation de l'enfant issu du capitalisme. Elle ne vit que pour la compétition et être la meilleure et méprise les gens qui ne pensent pas comme elle. Pourquoi tu ne le jettes pas et que tu n'en prends pas un autre? Parce que je ne serai pas une championne. Je serai un loser, comme toi.
Elle est reconnue comme championne de mâchage de gomme, quelque chose d'inutile en soi, donc comme étant adepte de la productivité. Elle a également reçu une éducation capitaliste par sa mère, qui se targue d'avoir un trophée de majorette, qui est un emblème américain au possible, et pousse toujours sa fille à devenir la meilleure et la plus forte. Ma fille sera la première au monde à manger un repas chewing-gum. Oui. De plus, c'est le goût pour la compétition de Violette et sous l'encouragement de sa mère qu'elle se met à mâcher le chewing-gum qui sera la cause de sa transformation, une sorte de punition de sa soif de compétition. Dans cette scène, outre la référence flagrante à 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick que je n'ai pas vu, Burton nous montre très clairement que la technologie a évolué grâce à l'industrie. Ce qui est évidemment vrai puisque la technologie est industrielle, mais du coup, on pourrait croire que Burton vante cette fois-ci l'industrie et les limites qu'elle repousse, puisqu'il me semble que beaucoup s'accordent à dire que la téléportation est techniquement compliquée, notamment à échelle humaine. Mais je pense plutôt que, vu comme il présente Wonka tout au long de son film, c'en est plutôt une critique, ou du moins un faux éloge. En effet, Wonka est sans cesse présenté comme un homme condescendant et méprisant avec un sourire presque hautain, toujours fier de ses créations comme s'il avait le monopole du génie, et qu'à lui seul était à l'origine de l'évolution et la technologie. En écrivant tout ça, je me rends compte que Burton critique plus ce monopole qu'à l'industrie dans le monde, qu'il n'en fait un véritable éloge. De même avec la publicité dont parle Wonka, c'est une critique du côté excentrique et toujours appâtant, parce que la publicité vous donnera évidemment envie d'acheter un produit proposé à travers un écran ou une image. Et Wonka, avec sa publicité et son téléporteur, permettra aux gens de consommer encore plus facilement ces produits. C'est donc une incitation à la consommation de masse que propose Wonka et que critique Burton en essayant d'anticiper l'évolution de la technologie par l'industrie. Et c'est toutes les chaînes, je commence à être inquiet. Le voilà. Mike! Et du coup, la chanson de Mike TV critique la télévision. En plus des nombreuses références à la pop culture comme les jouets Rock'em Sock'em, le film Psychose d'Alfred Hitchcock, une émission de cuisine ou des groupes de rock comme Van Halen et les Beatles, Burton ici nous présente chaque côté un peu violent de ces références pour tourner en dérision la dangerosité de la télévision, en plus des paroles assez crues mais chantées de manière comique. Les jouets, le film, l'émission culinaire, les groupes ainsi que le journaliste portent physiquement atteinte au garçon, le paroxysme étant atteint quand le journaliste écrase Mike avec son classeur, comme si cela renvoyait à la violence que montrent les journaux télévisés au quotidien sans restriction d'âge, permettant ainsi aux plus jeunes de voir des scènes parfois violentes d'attentats ou d'accidents. Mais bon, Mike étant déjà perturbé à la base, cela ne changerait pas grand-chose à son état. Je pense plutôt que c'est un tout et que la télé en tant que média ou support a servi à sa perturbation psychologique. Malheureusement, avec la sortie du Dumbo en images réelles, le fait qu'il ait toujours un peu travaillé pour Disney et ses derniers films, on se rend compte que Burton n'est finalement qu'un pion parmi tant d'autres du capitalisme et de l'industrie. Mais ça ne m'empêchera pas de vous parler des conflits américains représentés dans le film. Visiblement, les États-Unis ont encore quelques problèmes avec la Seconde Guerre mondiale, en témoigne le personnage d'Augustus Gloop. C'est un enfant allemand obèse, con et avec un accent très appuyé. Je sens quelque chose qui n'est pas du chocolat, ou de la noix de coco, ou de la noix, ou du beurre de cacahuète, ou du nougat. Même si ses traits de caractère étaient déjà dans le livre, on peut noter que Burton lui a donné une peau à l'aspect synthétique et grasse. Il est vraiment le seul personnage à avoir une peau qui lui presque autant que ce qu'il dévore, on a clairement une Allemagne tournée en dérision avec ce personnage. Et ses parents n'ont pas été épargnés, puisque sa mère est grosse et rose comme un cochon, en plus d'avoir l'air complètement abruti, et son père sert de figuration pour 2-3 plans. C'est un boucher chauve avec une moustache, ai-je besoin d'en rajouter ? Ah, et vivant en Allemagne, il est interviewé en anglais dans la version originale, et en français dans la version française, histoire d'en rajouter une couche et de se torcher avec la culture allemande. Toujours dans le côté revanche historique, le Russe qui trouve le ticket d'or est censé être le dernier enfant à gagner, et cette nouvelle est rapportée à l'écran par 2 hommes à l'air hautain, physiquement et verbalement. Finalement, quand Charlie arrive chez le libraire pour acheter une tablette en sachant que le dernier ticket a été trouvé, on nous annonce que ce ticket était un faux. Le ticket russe est un faux. Certains ne manquent pas de toupet. Ça oui. Fabriquer un faux ticket, franchement. Évidemment, les Russes, désignés par l'enfant, sont décrits comme des gens mauvais, trompeurs et tricheurs. De plus, cet enfant ne sera jamais montré à l'écran, comble du mépris. C'est ainsi que se conclut cette analyse de Charlie et la chocolaterie réalisée par Tim Burton. J'espère qu'elle vous aura plu, donnez-moi vos impressions en commentaire. En attendant la prochaine, regardez de bons films tant qu'il y en a.